Bienvenue, welcome und willkommen à Almendra Scaling Radical Impact. Vous reconnaîtrez sûrement la chanson si je dis Take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Un morceau qui a écrit l'histoire et qui continue de l'écrire. Une chanson qui est devenue un symbole de paix et qui plus tard a elle-même fait partie du débat politique. Wind of Change des Scorpions, un groupe allemand au succès international. Je suis Merle Becker et avec Bernard Lecuivre, je parle avec des personnes partout en Europe qui rendent le changement possible. Par les mots, par les actes, par la musique. Et je suis ravie, mais vraiment ravie, de parler aujourd'hui avec l'homme qui a écrit et réécrit Wind of Change, Klaus Meine des Scorpions. L'enregistrement qui suit est la version française de l'original. Mille merci à Donia François pour la synchronisation. Klaus, t'as écrit Wind of Change. Combien de fois te demande-t-on de siffler ce morceau? Auch das hält sich eigentlich in Grenzen. Es ist okay. Ça va encore, ça m'arrive, disons. Es ist ja auch keine große Mais Sache. c'est pas si grave de siffler quelques notes. Est-ce que tu pourrais le faire pour nous? Pour toi? Oui. Pour vous? D'accord. Okay. Natürlich ganz wichtig, Bon, dass c'est man toujours très important de s'humecter les lèvres. Okay, ich probier's mal. Je me lance. Merci, vraiment merci. Tu as écrit cette chanson en 1989, inspirée par le Moscow Music Peace Festival. Et c'était en plein milieu d'un moment de transformation radicale, en Europe et aussi dans le monde entier. Qu'est-ce que s'est passé alors? Comment as-tu vécu cet instant? Ja Gott, das hat ja eine Vorgeschichte. Wir waren ja Alors, il 1988 faut revenir au début de l'histoire. En 1988, nous étions l'un des premiers groupes occidentaux à Leningrad, comme on l'appelait encore à l'époque. Et nos parents étaient venus avec des chars, nous venions avec des guitares. C'était nos premières expériences dans l'Union soviétique et nous voyons beaucoup de nos fans venir de très loin, de Sibérie ou d'ailleurs. Nous avons joué 10 concerts à Leningrad. C'était incroyable. Et un an plus tard, c'était le Moscow Peace Festival, où nous avions l'impression que le monde changeait sous nos yeux. Des milliers de soldats étaient déployés pour assurer la sécurité dans ce stade. Le stade était divisé en son centre, en quelque sorte, pour un meilleur contrôle. Mais quand nous sommes montés sur scène, les soldats ont jeté leurs bérets en l'air, ils ont enlevé leurs vestes, ils n'ont plus fait qu'un avec les fans. Ils ont simplement célébré la culture rock occidentale. C'était incroyable de voir ça, de vivre ça depuis la scène du stade de Leningrad. En particulier car un an plus tôt, on nous avait refusé l'accès à Moscou. On nous avait dit, plutôt que de jouer 5 concerts à Moscou et 5 à Leningrad, vous jouerez 10 concerts à Leningrad et puis on verra. Et l'enthousiasme était énorme. D'une certaine manière, avec tous les groupes présents à Moscou, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, etc., nos concerts de 88 ont en quelque sorte ouvert la voie. Nous avons ouvert une brèche. Et puis, en 89, à l'été 89 à Moscou, c'était comme un Woodstock russe. C'était un sentiment incroyable. Ce cri pour la liberté a retenti très très fort. Est-ce que tu t'attendais à l'époque à ce que la chanson devienne un tel hymne de la fin de la guerre froide? Nee, natürlich nicht. Zunächst mal war es ja nur ein Song unter Non, vielen non, bien sûr que für non. unser damaliges. Tout d'abord, ce n'était qu'une chanson parmi d'autres pour notre nouvel album de l'époque, Crazy World. Et quand je suis rentrée de Moscou, j'ai intégré tout ce que nous avons vécu dans cette chanson. Verglichen mit all den anderen Bands, die aus Pour nous, Amerika kamen, par rapport à tous les autres groupes qui venaient des États-Unis, la charge émotionnelle était très différente, étant donné que la génération de nos parents était en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis là, c'était au tour des jeunes de venir avec leur guitare et de chanter la paix. Alors bien sûr, c'était très très émouvant. Ces impressions
que l'on a ensuite retravaillé, ont fait naître cette chanson. Cette chanson est presque apparue d'elle-même, en quelque sorte. Alors oui, je me suis mis à siffler, à siffloter, simplement parce que je n'avais pas de guitare sous la main. J'aurais peut-être pensé à un riff cool en plus, mais c'est pas sûr. Puis il s'est avéré plus tard que le sifflement était aussi une accroche très spéciale dans cette chanson, qui avait d'ailleurs beaucoup d'autres riffs aussi, mais c'était un moment clé. Les meilleures chansons naissent quand elles viennent de l'intérieur, de très loin, et qu'elles expriment simplement ce que vous ressentez, ce que vous avez vous-même vécu. Et nous étions là, à Moscou, pour ce moment de bascule qui s'esquissait en 89. Nous étions en plein dedans. Nous avons vu qu'il y avait quelqu'un au Kremlin, Mikhail Gorbatchev, qui ouvrait grand la porte. Ce qui ne semblait pas encore possible en 1988, à savoir jouer un concert à Moscou, devenait alors possible en août 89. Et des centaines de milliers de fans qui étaient surexcités, qui ont chanté nos chansons, qui connaissaient toutes nos chansons. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que de nombreux fans sont venus du bloc de l'Est, de Roumanie, de Bulgarie, et bien sûr aussi de l'ex-RDA, où nous avons essayé de jouer pendant de nombreuses années sans jamais obtenir la permission de jouer à Berlin-Est. Et c'est pour ça que de nombreux fans sont venus à Moscou pour nous voir sur scène. Et oui, c'était à l'époque exactement comme je l'ai écrit dans la chanson. C'était l'impression, après toutes ces années de guerre froide, l'impression très émouvante que nous nous tendions la main, que nous comblions les fossés et que nous marchions ensemble vers un avenir pacifique. Et tu dis que les plus belles chansons naissent quand on les écrit à partir de l'émotion, de ce qu'on ressent vraiment. Mais ce n'est pas seulement ce que vous avez ressenti, c'est aussi manifestement ce qu'une génération entière a reconnu comme émotion, comme sentiment, comme fraternité que vous avez capté. Quelle place joue la musique dans tel processus? À quel point est-il important d'avoir une musique commune quand on veut créer une communauté et une démocratie? Il vaut toujours mieux chanter ensemble que de se tirer les uns sur les autres. Et je pense que la musique, la culture jouent un rôle très important dans la cohésion d'une société. Échanger et chanter ensemble dans des concerts, ces concerts où nous sommes si proches les uns des autres, c'est, je crois, ce qui est si spécial dans la musique, ce qui donne tant d'importance à la musique et à la culture dans ces moments difficiles, où l'on a le sentiment que nous sommes séparés depuis tant d'années et qu'il est très difficile de se rapprocher les uns des autres pour trouver un dénominateur commun. Mais quand c'est de la musique, quand c'est un concert, les musiciens sont sur scène, les fans sont devant la scène, ils chantent ensemble et on ne peut pas se sentir beaucoup plus proche qu'à ce moment-là. C'est un réel échange d'émotions où la musique va toucher les fans en plein cœur, grâce à une langue que tout le monde semble comprendre. C'est ce qui s'est passé quand, pendant de ces jours de congé avant les concerts à Moscou, nous sommes descendus sur la rivière Moskova avec un bateau à vapeur jusqu'au parc Gorki, avec tous ces groupes des États-Unis, d'Angleterre, de Russie, d'Allemagne. Il y avait des gens de NTV, des managers d'Angleterre et des États-Unis. Donc c'était un peu mon idée à l'époque, le monde entier réuni dans un bateau. Tout le monde parle la même langue, la musique. Et c'était comme ça pour tous les concerts. Nous avons joué presque partout pendant toutes ces années, après le Festival pour la paix de Moscou, pendant des décennies entre Saint-Pétersbourg et Vladivostok. Et nous avons accumulé tant d'expériences, tant de souvenirs positifs des fans russes.
Oui, bien sûr. Je dois aussi ajouter que depuis 2022, beaucoup de choses ont changé. Le monde a été bouleversé. Et toutes les réflexions de l'époque, qui étaient tellement tournées vers l'avenir, un avenir pacifique, se sont inversées. On a fait machine arrière. Exactement, vous avez réécrit la chanson. Cela veut dire que cette situation dont tu parlais, I Follow the Moscow Down to Gorky Park, vous ne les chantez plus en live. C'est bien ça? Oui, c'était en 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous étions à Las Vegas, nous venions de commencer une nouvelle tournée et nous avons réfléchi à notre set, aux chansons que nous voulions encore chanter ou plus, et à Wind of Change aussi. Nous nous sommes demandé à ce moment-là si nous pouvions encore jouer cette chanson avec ces lignes glorifiant la Russie. I follow the Moscow down the Gorky Park, let your balalaka sing what my guitar wants to say. Pouvions-nous encore chanter cela alors que nous voyons tous les soirs aux nouvelles la gravité de ce qui se passe en Ukraine? Et la réponse était non, nous ne pouvons plus chanter ces paroles. Soit nous ne chantions plus du tout cette chanson, soit nous adaptions les paroles. Et j'ai décidé de créer de nouvelles paroles qui expriment une solidarité envers l'Ukraine. Et comment le public a-t-il réagi? La réaction a été formidable, car tout le monde a compris ce que nous voulions dire. Les fans l'ont compris partout, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, partout. Ils ont chanté avec nous ces nouvelles paroles. Oui, que peut-on faire si une chanson qui, au fil des années, en plus de 30 ans, est toujours aussi pertinente, si importante pour autant de personnes? Que doit-on faire? Alors bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué aussi ce que nous avons fait, qui nous ont demandé comment nous pouvions changer ces paroles emblématiques, Follow the Moscow. Bon. Je crois que ce texte est né à l'époque dans un contexte particulier. Il n'a pas été inventé. C'était le fruit de ce que nous avions réellement ressenti de notre vécu. Et quand la situation change si fondamentalement et que l'on voit tant de gens mourir chaque jour dans une guerre insensée, on ne peut plus chanter une telle chanson en toute insouciance. Il nous fallait y reprendre une déclaration de solidarité avec l'Ukraine. C'est clair, une chanson d'amour classique, un love song, peut être chantée toujours et partout, parce que l'amour existe toujours et toujours beau. Mais dès qu'une chanson devient politique, il faut sans doute être prêt à l'adapter et à réfléchir à la manière dont le message a peut-être changé. Oui, je crois. Oui, nous n'avons jamais été un groupe politisé. Nous avons juste lancé une chanson très politique qui a fait le tour du monde et qui maintenant, l'année dernière, je crois, a franchi le cap d'1 milliard de clics sur YouTube, ce qui est très rare pour une chanson en provenance d'Europe. Et cela prouve que ce message est toujours d'actualité. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, que nous aspirons tous simplement à la paix, à la liberté. Tu viens de dire que vous n'êtes pas un groupe politique et que vous avez été surpris d'avoir un morceau aussi politique. Est-ce que vous avez l'idée de dire « Oh, c'est un succès, faisons un autre morceau politique » Non, nous ne l'avons pas fait. Parce que ça serait franchement bidon de se dire ce format a marché, réutilisons le filon. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant Wind of Change, en 1984, il y avait une chanson sur l'album Love at First Sting qui s'appelait Crossfire et qui parlait d'être au milieu des blocs de l'Est et de l'Ouest en espérant que la paix soit préservée et qu'à un moment donné, le mur tombe vraiment. Et tous ces sujets m'occupent depuis le milieu des années 80. Et cette chanson Crossfire, d'ailleurs, si l'on y regarde bien, c'est aussi une chanson très politique. Eh bien, nous l'avons maintenant sur la tournée Love at First Sting qui dure depuis 40 ans. Nous l'avons jouée en direct pour la toute première fois. Elle était très bien accueillie car elle s'inscrit à nouveau dans l'air du temps. Je crois en tout cas qu'on ne peut pas planifier ce genre de choses. Nous avons toujours écrit des chansons
à partir de nos impressions, les impressions de nos tournées aux États-Unis à l'époque, par exemple, avec des chansons comme The Zoo ou Blackout et beaucoup d'autres chansons rock, Rock You Like a Hurricane, bien sûr, qui résument ce sentiment rock'n'roll des années 80 et qui est devenu un grand classique. Mais c'était précisément cette histoire avec la Russie, avec l'Union soviétique, où nous nous étions rendus comme l'un des premiers groupes occidentaux. C'est ça qui nous a tant touchés, émus. Et c'est très logiquement que cette chanson a vu le jour ensuite. Et maintenant, j'aimerais poser une question un peu provocante peut-être. Est-ce que c'est pas toujours d'une certaine manière politique quand on écrit des textes et de la musique pour un large public? J'entends aussi chez toi que ce n'était pas le seul morceau, qu'il y a plusieurs, que tu es manifestement quelqu'un qui pense politiquement et que tout ce que l'on crée artistiquement, est-ce que c'est pas à quelque part toujours politique? Oui, on finit par prendre un camp au travers d'un message artistique à un moment donné. Et ce n'est pas si facile. Je veux dire, un groupe, ce n'est pas un seul artiste qui écrit, qui sort une chanson, qui exprime son opinion, non. C'est toujours un groupe. Dans notre cas, c'était 5 musiciens qui ont également leur mot à dire et qui doivent s'unir au mouvement. Quand on prend une telle décision, celle d'adapter les paroles et de chanter la chanson avec un nouveau texte, eh bien, ça ne tient pas qu'à moi. C'est tout le groupe qui doit se ranger derrière cette décision. Et pour un groupe qui ne se sent pas tellement politique, qui est plutôt rock'n'roll, c'était justement un grand pas de dire, bon, Klaus, nous revendiquons la dimension politique d'une nouvelle chanson, comme c'était le cas à l'époque. Et il est vrai que cette chanson a un jour porté le manteau de l'histoire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas planifier. Même le meilleur marketing n'y arriverait pas. Ça peut pas non plus être réitéré. Tu m'as dit que on devait souvent me demander si je pouvais siffler cette mélodie. On me demande aussi souvent si je ne pourrais pas réécrire une chanson comme celle-là. Et la réponse est claire, non, c'est impossible. Et je ne voudrais pas non plus le faire. On le voit. Nous avons fait beaucoup de concerts dans le monde entier cette année. La chanson est toujours très, très populaire. Ce message de paix touche particulièrement la jeune génération. Nous avons le privilège de jouer pour 3 générations. Et les jeunes sont nombreux à découvrir le groupe pour la première fois. Ils entendent cette musique, ces chansons pour la première fois. On voit pendant les concerts à quel point c'est émouvant. Tout le monde sait de quoi il s'agit, à quel point nous avons besoin de perspectives et d'espoir. À quel point nous avons besoin de cet espoir d'une époque, espérons-le, pacifique. Très intéressant. Tu as écrit ce morceau au moment où tu sentais que le changement positif était possible. Et maintenant, la chanson retrouve de l'importance alors que, en principe, c'est l'inverse qui se passe. Nous avons vu que tout peut aussi redevenir pire. Les fronts peuvent se durcir, l'agression contre l'Ukraine, mais aussi d'autres polycrises dans lesquelles nous sommes. Et les années 90 étaient une période plus paisible que celle d'aujourd'hui. Et c'est justement maintenant que la chanson semble répondre du vent, le Wind of Change. C'est aussi aujourd'hui plutôt l'espoir de Wind of Change qui, pour l'instant, n'est pas là. Contrairement à 89 où vous l'avez vraiment senti. C'est vent du changement. On espère que le vent tournera à nouveau. 35 ans après la réunification, au début du mois d'octobre, il y a toujours des programmes officiels. Et notre chanson est réapparue sur la liste des chansons qui sont chantées dans 250 endroits, institutions partout en Allemagne. Les citoyens qui se rencontrent sur les places de marché, dans les églises et qui chantent des grands classiques, dont Wind of Change. Cela montre que cette chanson est entrée dans le patrimoine culturel.
Et je crois que pendant longtemps, quand nous ne serons plus là, les gens la chanteront encore. Mais vous aussi, vous avez de l'endurance. Vous êtes toujours sur scène, vous écrivez toujours, vous chantez toujours, vous jouez toujours. Quand tu penses à ces 60 années, qu'est-ce que t'a motivé à continuer encore et encore? C'est une grande chance de trouver des musiciens, des co-musiciens avec lesquels on crée un groupe dont le fondement même est l'amitié. Et si cette amitié dure non pas 5 ans, mais même 10 ans, peut-être plus encore, alors c'est tout simplement génial. Évidemment, ici, je parle de Rudolf Schenker qui a fondé le groupe en 65. J'y suis arrivée quelques années plus tard. Et cette année, nous fêtons les 60 ans de Scorpions. C'était une grande chance de s'être retrouvés et puis dans les années 70, d'avoir grandi comme équipe d'auteurs-compositeurs, d'avoir créé tant de chansons. Quand on est musicien, monter sur scène jour après jour, c'est l'une des facettes. L'autre facette, c'est qu'en tant qu'être humain créatif, on veut s'exprimer. Et si vous avez un partenaire aussi fort qui a écrit de si belles mélodies comme Still Loving You ou Rock You Like a Hurricane, ça représente aussi un défi entre nous, mais c'est plutôt une concurrence positive qui a vu le jour au fil des ans et qui fonctionne toujours. Et c'est ça le plus important, je pense, c'est de continuer à s'amuser. Nous avions, bien sûr, ce rêve d'accéder à une scène mondiale, et même si certains n'y croyaient pas, eh bien, nous y sommes parvenus. Nous avons réalisé ce rêve et très vite, nous sommes partis dans les pays voisins. Nous avons joué au Benelux et bien sûr souvent chez vous aussi à Bruxelles, à Forêt Nationale, avec beaucoup de beaux souvenirs. Et nous nous sommes toujours fixés des objectifs de plus en plus ambitieux. En 78, nous sommes allés au Japon, peu de temps après aux États-Unis, avec de grands succès là-bas dans les années 80. Alors qu'en Allemagne, c'était la Neue Deutsche Welle qui avait beaucoup de succès, nous affichions complet au Madison Square Garden à New York. C'est une carrière extraordinaire. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ce groupe a duré dans le temps. Le moteur reste la musique, la passion pour la musique. Ce qui nous a inspirés au début des années 60, les Beatles, les Stones, les Who, les Kings, Led Zeppelin, tous ces grands groupes nous ont inspirés à l'époque. Et puis nous avons finalement trouvé notre propre ADN des Scorpions qui perdure aujourd'hui encore. Et quand on joue à l'international, eh bien, l'année s'écoule très vite et les agents se bousculent pour nous proposer de jouer à nouveau ici ou là en 2026. Et personne dans le groupe ne se dit « Ah bon, c'est tout pour moi, tournons la page ». Alors bien sûr, nous avons bien moins d'années devant nous que derrière, ça c'est clair. Et nous finirons par nous arrêter. Mais pour l'instant, nous sommes encore curieux de savoir où le chemin nous mènera et ce que la vie musicale nous apportera encore. Nous en profitons tout simplement et nous apprécions chaque jour que nous jouons en concert. C'est cette magie dont nous avions parlé tout à l'heure, cette magie de la musique qui rassemble les gens, qui construit des ponts entre eux. Ça, c'est essentiel. Et nous l'avons souvent vu, y compris au Moyen-Orient où la situation est tellement difficile en ce moment. Nous avons toujours vu, quand nous jouions à Tel Aviv ou à Beyrouth, les gens étaient devant la scène et ils chantaient tous les mêmes chansons de tout leur cœur avec les mêmes émotions. De notre point de vue, de musiciens naïfs, nous sommes en quelque sorte tous très connectés et nous réagissons de façon très similaire aux émotions, à la musique. Nous chantons ensemble. Et puis le soir, quand on regarde les infos, le monde est à nouveau très différent. Mais en tant que musicien, peut-être aussi parce que nous sommes un groupe allemand. Et donc, en raison de notre histoire allemande, nous avons toujours cherché une façon de nous connecter à la scène musicale internationale, aux artistes internationaux. Nous voulions être vus sur un pied d'égalité avec tous ces grands groupes anglais et américains.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de chanter en anglais. Même si notre anglais n'était pas si bon dans les premières années, certains disent encore que c'est toujours le cas. Mais bon, tous ces disques de platine, entre-temps, prouvent que c'était pas si mal. Notre idée était d'être sur un pied d'égalité avec les musiciens internationaux. Bruce Springsteen a chanté Born in the USA avec le drapeau américain fièrement agité. Quand nous avons grandi dans les années 50, 60 en tant qu'Allemands, nous n'avions rien dont nous puissions être fiers. Alors nous avons cherché cette approbation, cette reconnaissance très tôt à l'étranger. Et je dois dire que la Belgique y a joué un grand rôle. Nous avons joué dans des clubs à Namur, à Liège, dans d'autres villes. Nous avons roulé avec notre bus tout branlant et puis nous avons fait vibrer nos fans. Nous avons reçu de super critiques et nous sommes rentrés chez nous en Allemagne le torse bombé de fierté. Nous savions que nous étions sur la bonne voie. Nous nous sommes fixés de plus en plus d'objectifs que nous avons atteints. Et si on regarde ces 60 dernières années, alors qu'on fête les 60 ans des Scorpions, on prend conscience de tout cela. C'est très bien, parfois aussi, de voir d'où on est parti et à quel point c'était difficile. Et même avec tous les changements de musiciens dans les années 70, le noyau qui compose le groupe est finalement resté aujourd'hui encore. Et on s'amuse tout simplement ensemble à faire de la musique, à écrire des chansons, à être sur scène. Tu viens de dire que vous étiez peut-être naïf, que vous étiez des musiciens naïfs, mais peut-être que c'est moins naïf de suivre votre chemin et de croire que la musique relie, que l'humanité relie, plus que ce nationalisme éternel et cette confrontation. Je crois que les personnes qui sont devant vos scènes reflètent probablement beaucoup mieux la réalité que les responsables politiques qui, malheureusement, se tirent des sous nouveaux. Alors peut-être que vous êtes bien plus proche de la vérité que ce que les informations nous laissent parfois de croire. Oui, c'est tout à fait ça. On ne peut pas se sentir beaucoup plus proche des gens que lorsqu'ils sont devant notre scène, et qu'ils soient 10 000, 100 000, peu importe leur nombre. D'ailleurs, moins il y a de gens, plus le lien est direct et intense. Quand on joue dans un petit club, par exemple, c'est alors très, très proche, très fort. Pour moi, c'était toujours plus difficile d'être sur scène dans un petit club que devant une grande foule. Ce sont deux choses complètement différentes, qui sont toutes deux super, mais quelque part, il faut faire passer le message dans un cas comme dans l'autre. Et je pense que pour nous, en tant que rockstar, comme on nous appelle, avec toutes les techniques de production qui existent aujourd'hui, les magnifiques lumières LED et tout ce qu'on peut ajouter sur scène. En réalité, on a parfois besoin de beaucoup moins pour atteindre les gens. Parfois, il suffit d'un sourire sur scène, d'avoir un contact visuel et d'entrer en connexion avec les fans. Parfois, il suffit d'un sourire. C'est plus fort qu'une énorme production. C'est magnifique, Klaus. Une toute dernière question. Est-ce qu'il y a une chanson, et c'est pas nécessairement une chanson de The Scorpions, mais peut-être, ça peut être aussi une toute autre chanson. Est-ce qu'il y a une chanson qui te motive personnellement les jours où tu as du mal à avancer, où tu te doutes, peut-être à cause de la situation mondiale ou même de toi-même? Quelle chanson écoutes-tu alors? Il y en a plusieurs. Alors, si je plonge dans le passé, je peux vraiment tout écouter des Beatles. Ça nous ramène tout simplement à cette époque au début des années 60. Simplement un sentiment formidable. Mais il y a aussi, bien sûr, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Child in Time, Deep Purple. Je suis moi-même plutôt romantique. Donc souvent, mes chansons sont plutôt des ballades. Et puis, Rudolf vient y ajouter une bonne dose de rock. Nous sommes donc toujours très bien complétés, lui et moi. Rudolf disait toujours, Klaus, c'est le gars romantique. Moi, je suis le guitariste rock.
Et ça s'est bien complété au fil des années. Il n'y a rien de mal à ça d'ailleurs. Mais ce que tous ces groupes ont en commun, tous ceux que j'ai mentionnés, Beatles, Led Zeppelin, ce sont leurs chansons mélodiques. Leurs mélodies sont ultra puissantes. C'est toujours ça qui m'a le plus attiré. Peut-être que Rudolf a un peu plus des Stones, qui sont plus du côté du blues. Nous sommes bien complétés. Et est-ce que tu as une chanson préférée des Beatles? Parce que nous avons une playlist où nous mettons les morceaux qui nous sont recommandés, ceux qui peuvent motiver les gens. Quelle chanson des Beatles devrait figurer sur cette playlist? The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Ça, c'est pile dans notre sujet. Super, on la mettra. Merci Klaus pour ton temps, pour votre musique, pour votre courage et pour cette conversation et surtout pour le rappel que la musique est bien plus que du son ou de l'art. Elle peut transformer une société et rassembler des personnes, parfois même avec un sourire. Danke dir, Klaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Si cette conversation vous a inspiré, partagez l'épisode et suivez Almendra Scaling Radical Impact. Et regardez aussi la playlist avec les chansons motivantes pour que si vous traversez une mauvaise passe, vous puissiez en sortir rapidement. Parce que le changement commence par une histoire ou aussi par une chanson.